Bonjour à tous, en ce moment j'ai pas mal de demandes sur le mode manuel. Quel type de paramétrage utiliser si je fais du paysage, si je fais de l'animalier, si je fais du portrait. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on va aller aujourd'hui. Alors si vous êtes un professionnel ou si vous connaissez parfaitement le mode manuel, je pense que j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Néanmoins, si vous êtes débutant ou si vous souhaitez progresser, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Le mode manuel est le mode que vous avez sur tous vos appareils photo qui permet de prendre en charge tous les paramètres pour vos photos et vos vidéos. Donc lorsqu'on commence, on fonctionne généralement avec le mode automatique. C'est l'appareil qui va prendre l'ensemble des mesures et des paramétrages à son compte et vous n'allez pas régler quoi que ce soit. C'est lui qui va faire la photo pour vous. Alors c'est toujours utile lorsque l'on débute et qu'on ne connaît pas trop les modes manuels et les modes semi-automatiques. Néanmoins, c'est un mode qui va vite vous saouler si jamais vous souhaitez vraiment créer votre photo et que ce soit vous qui réfléchissiez et non pas votre appareil. Il existe deux autres modes avant le manuel, les modes dits semi-automatiques. Il y a un mode priorité à la vitesse et il y a un mode priorité à l'ouverture. Et ça, c'est des sujets dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je vous mets le lien en description et vous voyez ici les petites miniatures apparaître. On a déjà parlé il y a quelques mois, années. Mais bon, si jamais vous souhaitez parler un petit peu plus de ces sujets-là avec moi, je vous laisse aller les visionner. Donc si vous avez déjà l'habitude sur le mode priorité à l'ouverture par exemple ou priorité à la vitesse, ça ne veut pas dire forcément que vous devez apprendre le mode manuel. Si ça fonctionne très bien comme ça et que si ça vous va, restez là-dessus. Le mode manuel permet juste de paramétrer un tout petit peu plus votre appareil et de prendre un peu plus la main en fonction de votre composition ou de ce que vous souhaitez faire pour votre photo. Donc c'est pas du tout obligatoire. Le tout étant de savoir concrètement ce que ça donne et ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on maîtrise bien le paramétrage de notre appareil? Donc, pour commencer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre ce que compose le mode manuel et quels paramètres il va pouvoir modifier. Alors, regardons ça. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir ce qu'on appelle les ISO. Ensuite, vous avez l'ouverture du diaphragme. Et enfin, vous avez la vitesse d'obturation. Si on part sur le premier paramètre, les ISO, c'est le fait d'augmenter la sensibilité de votre capteur. Vous allez numériquement augmenter sa capacité à être sensible à la lumière. Cela va donc lui permettre de capter plus facilement la lumière. Donc, si on commence en étant bas en ISO, par exemple avec 100 ISO, votre capteur sera moins sensible à la lumière. Alors que si on monte en ISO, par exemple à 6400, votre capteur sera beaucoup plus sensible à la lumière. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça dans le sujet, si ce n'est que lorsque vous allez monter en ISO, vous risquez de créer ce qu'on appelle du bruit numérique. Cette petite tache, ces petits pictos noirs là qui vont un peu dégrader la netteté de votre photo. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vous laisse voir la vidéo sur les ISO si jamais ça vous intéresse. Ensuite, vous avez l'ouverture du diaphragme. C'est le fait d'ouvrir le diaphragme de votre objectif pour voir quelle quantité de lumière vous allez laisser passer directement dans votre appareil. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une donnée chiffrée. Il y a un F, un slash et un chiffre. Et donc là, plus le chiffre sera petit, par exemple F 1.4, donc ça va être un objectif qui me permet d'ouvrir mon diaphragme à 1.4, et plus la quantité de lumière sera conséquente, plus le volume de lumière sera gros. Alors qu'au contraire, si jamais je mets une toute petite ouverture, donc par exemple F slash 22, et bien là au contraire, le diaphragme sera beaucoup plus petit, donc le trou qui va laisser passer la lumière sera beaucoup plus petit, et donc forcément la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif sera également beaucoup plus petite. Donc pas besoin d'aller plus loin pour l'instant pour essayer de comprendre le mode manuel. Donc en gros, plus le chiffre est petit, plus il y aura de lumière qui va rentrer sur votre capteur. Plus le chiffre est gros, moins il y aura de lumière qui vont rentrer sur votre capteur. Donc en fonction de vos objectifs, ces chiffres vont bien évidemment varier. Ensuite, vous avez la vitesse d'obturation. Donc là, c'est une donnée en temps. C'est combien de temps votre capteur va être exposé à la lumière. Donc là, c'est simple, c'est au plus le temps est élevé, au plus il y a de temps entre ce que votre capteur soit ouvert ou fermé, au plus de lumière va être en contact avec lui. Donc au moins il y a de temps, au moins le capteur sera exposé à la lumière. Donc si le temps est long, donc votre capteur aura beaucoup de lumière, donc votre image sera bien lumineuse, bien éclairée. Et au contraire, si le temps est très très court, votre capteur ne sera pas bien éclairé, du coup votre image aura un petit peu moins de lumière, donc peut-être un petit peu plus sombre. Donc en exemple, si on prend un temps relativement long en photo, 1 seconde, c'est beaucoup de temps,
donc votre capteur sera bien en contact avec la lumière, il y a beaucoup de lumière qui vont rentrer dessus, alors que si on prend un temps relativement rapide, genre 1/4 millième de seconde, là c'est tellement rapide que votre photo sera beaucoup plus sombre, car il y aura très peu de temps pour que le capteur capte de la lumière. Alors maintenant qu'on a vu les 3 paramètres du mode manuel, il faut essayer de voir rapidement quelle est la conséquence de ces 3 paramètres. Si on prend le premier, les ISO, la conséquence de trop monter en ISO, c'est le fait d'avoir du bruit numérique. C'est des petits points noirs comme ça qui vont venir se mettre au fond de votre photo et qui vont diminuer la netteté et généralement la beauté de votre photo. Ça fait comme un grain. Alors je vous rassure, il y a plein de logiciels qui permettent de rattraper ça. Néanmoins, c'est toujours mieux qu'au premier shoot, la photo soit la plus sympa possible. Donc voilà, au plus on monte en ISO, plus on risque de faire apparaître ce bruit numérique. Et puis ce qui peut varier également, c'est la qualité de votre appareil. Généralement, les appareils dits un petit peu plus haut de gamme auront une tolérance au bruit beaucoup plus élevée et on aura moins d'apparition de ce bruit sur les photos, même à ISO élevé. Donc du coup, ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsqu'on a le choix et lorsqu'on peut le faire, il faut toujours que les ISO soient le plus bas possible. Alors maintenant, on va regarder la conséquence de l'ouverture du diaphragme. Vous vous souvenez, si le chiffre il est petit, donc le diaphragme sera bien ouvert, beaucoup de lumière va rentrer. Et donc ça a pour conséquence que la zone de netteté soit très courte. Qu'est-ce que c'est que la zone de netteté? C'est l'endroit sur la photo, comme si on coupait le sujet en tranches, et bien c'est l'endroit de la photo qui sera parfaitement net. Et donc au plus la zone de netteté est courte, au plus la zone de netteté, c'est-à-dire l'endroit où l'objet sera, où le sujet sera net, sera petit. Donc si jamais je me mets de profil, imaginons que je suis de face là bien sûr, mais je vous explique en me mettant de profil. Si jamais par exemple ma zone de netteté elle est juste sur mon nez, ok, et bien peut-être que mon nez sera net, peut-être que mes narines aussi, mes joues aussi, mais à partir d'ici je serai peut-être flou, et ma barbe encore plus et mes oreilles encore plus. Alors que si je prends une zone de netteté beaucoup plus grande, donc j'augmente mon chiffre, je passe de 1,4 à 8 par exemple, et bien peut-être que ma zone de netteté, ça sera de mon nez, mettons, à mon oreille, et le flou va commencer à apparaître que là. Et donc ça, c'est important de bien le comprendre. La deuxième conséquence de cette ouverture de diaphragme, eh bien, c'est le flou d'arrière-plan. On appelle ça également un bokeh. Ce bokeh va apparaître avec une ouverture de diaphragme grande. F1.4, beaucoup de bokeh derrière moi, beaucoup de flou. F22, quasiment rien, tout est net. Maintenant, les conséquences pour la vitesse d'obturation. On a vu tout à l'heure que plus la vitesse est basse, plus je vais laisser rentrer de la lumière. Par contre, pendant cette durée relativement longue, si jamais il y a un mouvement, que ce soit l'objet qui bouge ou moi qui suis en train de bouger, et bien généralement ça va créer du flou, c'est-à-dire que la photo sera loupée quelque part. Donc c'est une histoire de compromis et ça va dépendre de ce que vous souhaitez créer. Je vous donne un exemple, vous souhaitez faire une photo de votre chien dans le jardin, il est en train de courir et vous souhaitez saisir cet instant. Si vous mettez une vitesse d'obturation un petit peu trop longue, vous n'allez pas reconnaître votre chien, vous allez voir une tache en train de bouger avec un mouvement totalement flou. Si par contre votre vitesse d'obturation est élevée, vous allez pouvoir figer l'instant et là vous verrez, à condition que l'autofocus soit bien fait, vous verrez totalement bien votre chien, vous reconnaîtrez et puis on pourra très bien voir en fait son effet de mouvement. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, prenons quelques exemples. Si on commence par un portrait, quelle ouverture il faudrait prendre? Eh bien, si jamais on souhaite avoir un beau flou d'arrière-plan, on va prendre donc une grosse ouverture de diaphragme. Un exemple, f1.4. Ça va dépendre bien évidemment si votre appareil est capable de le faire. Ça peut être 2, 2,8, en tout cas un chiffre relativement petit. Ensuite, toujours pour cette même photo, regardons les ISO. Si vous êtes en pleine lumière et qu'il y a relativement un beau soleil ou assez de lumière dans la pièce où vous êtes, l'ISO doit être le plus petit possible. Je vous rappelle qu'on a énormément ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de lumière sur le capteur. Donc on va tout simplement se mettre au minimum, donc ISO 100. L'avantage dans ces conditions, c'est que ça va rarement varier au-delà de ça. C'est-à-dire que vous prendrez la plus grande ouverture, vous aurez un ISO le plus petit possible, à 100, et à condition, encore une fois, d'être dans des bonnes conditions de lumière. Si jamais vous êtes dans une pièce relativement sombre, là, il faudra varier les ISO. Mais quoi qu'il arrive, ce paramétrage-là va toujours rester. Ce qui fait que vous allez tout simplement devoir varier la vitesse d'obturation afin de gérer votre exposition. Et il n'y a que ça à gérer, donc c'est vraiment pas très compliqué. Maintenant, si on prend un autre exemple avec les photos de paysage. La plupart du temps, on a deux choix. Soit on prend les photos à main levée, soit on fait des photos sur un trépied. Alors moi souvent je prends un trépied.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à main levée, souvent on ne peut pas trop prendre des vitesses d'obturation lentes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à bouger et donc du coup, même si l'appareil est léger, à trembler et donc malheureusement la photo ne sera pas bonne et sera floue. Donc généralement, je sais que moi j'utilise un trépied. En utilisant un trépied, l'avantage c'est qu'on va pouvoir descendre la vitesse d'obturation et ça va nous permettre d'avoir pour les photos de paysage des meilleures conditions. Donc la plupart du temps, on va prendre une très grande zone de netteté parce que lorsqu'on veut faire du paysage, on aime bien que tout soit net pour monter la beauté de ce qu'on est en train de voir. Donc là, pareil, on va essayer de minimiser les ISO en les mettant par exemple à 100 et encore une fois, ça va être votre vitesse d'obturation qui va être la seule variante que vous allez changer. Passons au troisième exemple, avec de la photo animalière. Si on prend un sujet, un oiseau, il va énormément bouger, voire voler très vite. Et donc la vitesse d'obturation va être l'élément précurseur de votre photo. Généralement, on va partir sur du 1/500e à 1/1000e. Par exemple, 1/1000e de seconde sera très bien pour un oiseau en vol. Puisque le but va être de saisir l'instant, de arrêter le temps, de saisir le sujet dans son mouvement. Et là, la différence va être au niveau de l'ouverture du diaphragme et des ISO. Puisque l'ouverture du diaphragme, souvent, ça va dépendre de votre matériel. On va essayer d'ouvrir par exemple un maximum pour faire entrer un maximum de lumière. Et on va se mettre par exemple à 2, 2, 8, 4. Seulement, la plupart du temps, en photo animalière, on a des téléobjectifs. Et sauf si on a de l'excellent matériel, souvent à 500 ou 600 mm, on va être à 6, 6.3. Donc ce qui fait que on va avoir non seulement une zone de netteté qui sera relativement faible, mais surtout on aimerait bien des fois ne pas avoir que le museau d'un chevreuil ou le bec pour l'oiseau de net, on aimerait bien avoir tout l'oiseau, donc il faudra fermer un petit peu plus et donc c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes en fonction de notre matériel, puisque si on ferme un peu plus, malheureusement il y aura moins de lumière qui va rentrer et donc une photo qui sera moins bien réussie. Et donc du coup l'élément qu'on va pouvoir varier, ça va être les ISO. On va essayer de monter les ISO au fur et à mesure sans trop monter pour éviter le bruit numérique et nous permettre d'avoir une bonne quantité de lumière, mais tout en essayant de figer l'instant. Vous voyez la problématique? Ça commence à devenir intéressant. Et donc vous commencez à comprendre que c'est à partir de ce style de photo qu'il faut absolument avoir un bon boîtier qui va être capable de monter en ISO sans créer trop de bruit numérique. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un cas pratique. On va aller directement dans mon salon avec un petit sujet et on va se mettre à travailler. Alors commençons avec une photo en sous-exposition. Alors comme on l'a vu, j'ai trois possibilités pour varier mon exposition. Je peux soit monter mes ISO, je peux soit essayer d'ouvrir un petit peu plus mon diaphragme, ou je peux soit ralentir ma vitesse d'obturation pour faire entrer plus de lumière. Donc la première chose que je vais essayer ici, c'est d'ouvrir un peu plus mon diaphragme. Donc je diminue mon chiffre, et on voit que c'est un petit peu mieux, je fais rentrer un petit peu plus de lumière, mais on voit que c'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Alors oui, la solution de facilité serait de monter les ISO. Ça va dépendre de la qualité de votre appareil, je pourrais monter à 200, 640, 800, 1000 ISO, mais on sait que ça peut créer du bruit numérique en fonction des appareils. Donc là, comme je suis sur trépied, on va plutôt essayer de jouer avec la vitesse d'obturation, et je vais donc la diminuer. Restons dans cette situation, sauf que maintenant j'aimerais avoir un petit peu plus de détails dans mon fond, un peu moins de flou d'arrière-plan. Je vais donc fermer un petit peu plus mon diaphragme, je vais donc augmenter les chiffres. Je vais monter un petit peu plus les ISO, donc je vais augmenter la sensibilité artificiellement de mon capteur, donc j'aurai un petit peu plus de lumière sur ma photo. Et donc ensuite, je vais pouvoir faire varier ma vitesse d'obturation pour faire rentrer plus ou moins de lumière et de jouer avec ça pour créer la composition et la photo que je souhaite exactement faire. Et maintenant, si on fait l'exercice inverse sur une photo qui serait surexposée, donc il y a beaucoup trop de lumière et d'exposition sur cette photo, donc là, je peux également baisser mes ISO. En plus, ça permettra d'avoir moins de bruit et avoir une qualité d'image supérieure. Je peux également éventuellement augmenter ma vitesse d'obturation ou encore fermer légèrement mon diaphragme. Toujours pareil, en fonction de ce que moi j'ai décidé de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Nicolas Faune vous remercie. Ciao!